notre dernière étape nous fera traverser dans l'autre sens le lac Onega, avant que nous n'abordions la Svir, rivière aux berges majestueuses et pittoresques, qui unit le lac Onega au lac Ladoga, avant d'arriver à Saint-Pétersbourg. On a passé ensemble 6 jours, même plus. Sur le bateau, un spectacle préparé par notre équipe d'animateurs, avec la participation de tous les croisiéristes se met en place. Suivra une soirée dansante, tout cela pour marquer la fin de notre séjour en navigation. Vas-y. Ah mais l'essentiel c'est le mausolée de Lénine, bon ça. Oubliez. Oubliez. Ah Niet. Ah Niet. Ah Niet. Avant de... Mousquier. Ah, Mousquier. Mesdames, messieurs, voici la place rouge. Car il navigue avec bravoure sur la volcane pendant des jours et s'appelle les clients d'abord, les clients d'abord. Sur la proue du bateau, on peut admirer, tard dans la soirée, les jeux de lumière de ces nuits blanches, qui, du 15 mai au 15 juillet, déclinent dans le ciel, une gamme de blanc, argent et or, et posent sur les paysages aquatiques, des tonalités nacrées quasi irréelles. Dimanche 21 juin, nous sommes sur le lac Ladoga, il est minuit 10, nous venons d'assister au coucher de soleil, nous sommes en train de déguster notre petite vodka journalière.
Alexandre le Grand fonde la cité de Saint-Pétersbourg en 1703. Devenue la capitale de l'Empire russe en 1712, la ville le restera jusqu'à la fin du règne de Nicolas II. Au cours de l'histoire, rebaptisée Pétrograd, puis Léningrad, elle récupérera son nom d'origine en 1991. Notre premier arrêt sera pour admirer les belles façades blanches et bleues du couvent Smolny. Le couvent Smolny est un ancien édifice religieux orthodoxe. Il est constitué de la cathédrale de la Résurrection et d'un ensemble de bâtiments qui devaient initialement abriter un couvent. Nous passons maintenant devant la cathédrale de Kazan. Cette cathédrale orthodoxe a été commandée par Paul Ier en 1801. L'intérieur est assez simple, et seules les belles et hautes colonnes de granit rose, avec leurs chapiteaux en bronze, donnent du cachet à l'église. Une icône, considérée comme miraculeuse, est conservée à l'intérieur. Cette église contient la tombe du maréchal Koutouzov, vainqueur de Napoléon, et sur la place se trouve sa statue, ainsi que celle de son compagnon d'armes, Barclay de Tolly. Nous voilà maintenant sur la place Saint-Isaac, devant le monument équestre de Nicolas Ier. Il représente le tsar, revêtu de l'uniforme des gardes Kavalergatsky, l'un des plus prestigieux régiments de Russie. Au centre de cette place, la cathédrale Saint-Isaac, l'une des plus belles cathédrales européennes, construite au XIXe siècle. Un arrêt, devant la cathédrale Saint-Nicolas des Marins, consacrée à Nicolas de Myre, patron des gens de la mer. Le campanile est érigé, à quelque distance de la cathédrale, au bord du canal Krioukov. Nous nous dirigeons maintenant vers l'île aux Lièvres, sur laquelle a été érigée la forteresse Pierre et Paul. Sur le trajet, nous descendons pour un arrêt photo. Sur la Strelka, il y a deux magnifiques colonnes rostrales, de 32 mètres de hauteur, décorées de proues de navires. Lorsqu'elles ont été construites en 1810, elles servaient de phare pour les bateaux entrant dans le port. Nous arrivons maintenant sur l'île aux Lièvres, sur laquelle a été érigée la forteresse Pierre et Paul, à compter de 1703. Au sommet de la flèche de la cathédrale, atteignant une hauteur de 123 mètres, se dresse un ange tenant une croix. Cet ange est l'un des symboles les plus importants de Saint-Pétersbourg. Il y a beaucoup de groupes de touristes sur la place de la cathédrale. Cette cathédrale ne sert plus au culte, c'est aujourd'hui un musée. C'est à l'intérieur que sont conservés les tombeaux des Romanov. La décoration est d'une richesse inouïe. D'énormes lustres pendent du plafond. Le haut des colonnes de marbre est décoré de sculptures recouvertes de feuilles d'or.
La tombe de Pierre le Grand est sculptée en marbre de Carrare, son buste surmonte le tombeau. Il est entouré des membres de sa famille dont Catherine II, sur la tombe de laquelle nous retrouvons l'aigle bicéphale. Le monument funéraire d'Alexandre II, en jaspe vert de l'Altaï, est lourd de 5 tonnes. Puis celui de Maria Alexandrovna, épouse d'Alexandre II, est en rhodonite rose de l'Oural. Ces 2 tombeaux ont été sculptés chacun dans un seul bloc. Donc voilà, en cours, on a suivi toute la dynastie. On va quitter la cathédrale, donc dans la porte qui est à gauche, et on va sortir pour revenir au parking. Voilà, notre visite panoramique se termine. Nous passons devant l'arsenal de la forteresse, où sont exposés plusieurs chars et canons. Marcher dans la ville est aussi une façon idéale de s'imprégner de l'atmosphère de Saint-Pétersbourg. De respirer son parfum, de traverser les parcs, de s'attarder le long des quais, d'entrer dans les églises innombrables et fastueuses, de par leur richesse et leurs décorations intérieures. Comme celle stupéfiante de la résurrection du Christ sur le sang versé. Entièrement couverte de mosaïques, et qui fut élevée sur ordre de l'empereur Alexandre III. À l'endroit précis où son père Alexandre II avait été assassiné, alors que le pays devait à ce tsar l'abolition du servage et un nombre important de lois sociales. Le musée de l'Ermitage fait partie des incontournables de la ville. C'est l'un des plus célèbres et des plus populaires musées d'art en Russie et dans le monde. Son histoire a commencé en 1764, quand Catherine II a acquis 225 peintures d'artistes hollandais et flamands. L'Ermitage présente ses collections sur 3 étages. Le premier étage est, pour beaucoup de personnes, la plus belle partie du musée. On y monte, en empruntant l'escalier du Jourdain. Des hauts murs en tissu coûteux, des planchers mosaïques en bois, des plafonds peints, des colonnes, des lustres suspendus, toutes les décorations rêvées sont représentées en un seul endroit. Les intérieurs sont décorés de meubles rares et authentiques, de statues gracieuses, de peintures uniques, de fresques, d'objets anciens de la vie quotidienne et de nombreux autres accessoires. L'Ermitage n'est pas seulement célèbre pour sa collection de chefs-d'œuvre, plus de 3 millions d'objets, mais aussi pour les intérieurs de ses salles.
Les salles du musée de l'Ermitage mesurent quelques 24 km de long. Si vous décidiez de vous arrêter devant chaque exposition, cela vous prendrait des semaines pour tout admirer. Le domaine de Pavlovsk est l'un des plus remarquables ensembles paysagers russes de la fin du XVIIIe siècle. Le majestueux palais était un cadeau de l'impératrice Catherine II à son fils, le futur empereur Paul Ier. La visite de l'intérieur du palais débute par le superbe vestibule égyptien, bordé de statues pharaoniques. Ce palais a servi de résidence d'été à l'empereur et à sa femme. Une rotonde italienne est située au centre du palais sur 2 niveaux, éclairée par la coupole, avec un lustre central en cristal de Russie. L'intérieur du palais a été conçu par l'épouse de Paul, Marie Féodorovna, au tempérament artistique, qui se plaisait beaucoup à Pavlovsk. Lors de leur voyage en Europe, les époux rapportèrent de nombreuses acquisitions pour décorer Pavlovsk. En voici un petit aperçu. Après cette magnifique exposition, on appréciera une promenade bucolique, dans le domaine verdoyant de Pavlovsk. Très vaste, articulé autour du vallon de la rivière Slavianka, ce magnifique jardin encadre le palais de Paul Ier, marqué par la diversité de ses paysages.
légendaire croiseur Aurore, ayant participé à la Révolution d'Octobre, est depuis 1948 définitivement amarré à la rive droite de la Neva. Une annexe du musée de la Marine fut ouverte à son bord en 1956. Ce vaisseau fut lancé en 1903 et participa à la guerre russo-japonaise. Le château Saint-Michel est une ancienne résidence impériale de Saint-Pétersbourg. Construite en 1797 à 1801, pour l'empereur Paul Ier, où il a été assassiné. Il abrite le palais des mariages. Le palais de Peterhof surplombe le golfe de Finlande. En 1714, Pierre le Grand décida d'ériger un palais, qui rivaliserait Versailles. Lui aussi avait la folie des grandeurs. Il ne fallut qu'une petite dizaine d'années pour qu'il soit achevé. Pendant 2 siècles, le palais fut la résidence d'été des empereurs de Russie. Il y a 146 fontaines. Ce fut une véritable prouesse technique pour les faire fonctionner, ainsi que les 4 cascades. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut presque entièrement détruit par les mines allemandes. Il fut reconstruit en 1957. Nous remontons vers le palais pour en visiter l'intérieur. Voici quelques photos, car il est interdit de filmer. Cette balade en bateau va nous faire découvrir Saint-Pétersbourg sous un angle bien différent. Ses quais et ses ponts ont beaucoup contribué à l'image romantique de la Venise du Nord.
Pendant cette balade, nous allons voir défiler des palais plus beaux les uns que les autres. Et apercevoir dans l'obscurité les formes, les flèches, les dômes de monuments et cathédrales que nous avons visités pendant notre séjour à Saint-Pétersbourg.